Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par les habituels remerciements, c'est-à-dire je remercie les organisateurs de cette conférence de m'avoir invité. Et donc, je me fais un plaisir d'être ici devant vous. Alors, je vais me présenter un petit peu plus en détail. Donc, je suis maître de conférence en histoire des sciences, plus particulièrement en histoire des mathématiques, au centre François Viette, qui est un laboratoire d'épistémologie et d'histoire des sciences. Je viens de Brest, de l'Université de Bretagne occidentale, et car j'ai cru comprendre qu'il y a des enseignants aussi un petit peu dans cette salle, n'est-ce pas? Je suis aussi formatrice mathématique à l'INSPE de Bretagne, donc pour des futurs professeurs collège-lycée, et aussi pour des professeurs de primaire, donc pour premier et second degré. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'algorithmes et de jeux combinatoires. Toute une histoire, c'est-à-dire que essayer de comprendre un petit peu l'articulation justement qu'il peut y avoir entre jeux combinatoires et algorithmes, et ce, à travers l'histoire, puisque c'est mon domaine de recherche. Et c'est là que je fais l'essai, et ça marche. Je vais déjà commencer par en fait vous donner des éléments d'information, de définition de qu'est-ce que c'est qu'un jeu combinatoire. Parce qu'en fait, les jeux combinatoires, ils ont des propriétés bien particulières. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que je vais vous donner des propriétés, vous allez vous dire, mais bien évidemment, on sait ce que c'est qu'un jeu combinatoire, mais peut-être qu'on ne sait pas que ça s'appelait comme ça. Alors, dans un jeu combinatoire, déjà, il n'y a que 2 joueurs. Donc ça élimine une certaine partie des jeux. Ce sont 2 joueurs qui jouent alternativement, c'est-à-dire que vous allez éliminer par exemple le très fameux pierre-feuille-ciseaux, d'accord ? On est sur un jeu simultané. C'est un jeu où il n'y a pas de hasard. Donc pas de hasard, c'est-à-dire pas de générateur quelconque de hasard, que ce soit à la fois du lancer de dés, ou bien du tirage de cartes dans une pile de façon aléatoire, ou tout autre générateur de hasard. On pourrait penser à des osselets, ce genre de choses, des bâtonnets de jeu, par exemple. On n'en a pas dans un jeu combinatoire. Ensuite, on a ce qu'on appelle une information parfaite, une information complète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à n'importe quel moment du jeu, les 2 joueurs, parce que je rappelle, il n'y en a que 2, ont accès à toutes les informations du jeu et de façon, je dirais, équitable. Donc il n'y a pas de carte cachée, par exemple. D'accord ? Toutes les informations du jeu sont disponibles. Enfin, parce que ça reste quand même une définition d'un jeu mathématique, on dit qu'il y a un nombre fini de coups. Oui, vous n'allez pas jouer un nombre infini et puis ne pas pouvoir s'arrêter. À un moment donné, la partie, il faut bien qu'elle s'arrête. Donc on dit qu'il y a un nombre fini de coups. C'est quelque chose d'un peu sous-jacent, de facile à comprendre quand on pratique des jeux. Et enfin, le gagnant est souvent déterminé par le dernier coup. Vous allez voir, je vais revenir sur cette dernière propriété. Donc par exemple, quand on dit échec et maths, c'est le dernier joueur qui dit échec et maths qui est gagnant. D'accord ? C'est ça qu'on dit, déterminé par le dernier coup. Et donc là, finalement, vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeux qui sont connus, qui sont des jeux combinatoires. D'accord ? Je suppose, vous me dites, ah oui, une chose que je n'ai pas dit, vous avez le droit de m'interrompre en plein milieu de la conférence s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. J'essaierai aussi de répondre au fur et à mesure des interrogations. Les jeux qui sont présentés ici sont relativement connus. Le puissance 4, aligné 4 jetons de sa couleur en horizontale, verticale ou diagonale. À droite, vous avez le jeu de dames. C'est là que je switch entre les... Hop, vous avez le jeu de dames ici. Vous avez un magnifique jeu d'échecs en ivoire et en ébène, donc des belles pièces bien travaillées qui vient du musée de Munich. Et puis, le classique morpion, qu'on connaît tous, ou bien tic-tac-toe aussi, qui s'appelle en anglais. Donc ça, ce sont des jeux qu'on appelle des jeux combinatoires qui répondent à toutes les propriétés qu'on a vues juste avant. Et en fait, il y a aussi d'autres jeux qui sont un peu moins connus, et dont je vais vous parler un petit peu plus aujourd'hui. Alors, je ne vais pas passer de temps là maintenant, tout de suite, sur ce jeu-là qui s'appelle le jeu de Nîmes. Je vais en parler par la suite. Il y a ce jeu-là qui s'appelle le jeu des petits carrés. Est-ce que ça vous dit quelque chose? En fait, il faut remplir sur une feuille quadrillée. Là, vous avez l'évolution d'une partie. Premier coup, deuxième coup, troisième coup, quatrième coup, etc. Vous avez une feuille quadrillée, et à chaque tour, 2 joueurs, toujours, doivent tracer, finalement, le côté d'une case. Et le but, c'est de remplir des cases. Ça, il ne veut plus s'éteindre. Le but, c'est de remplir des cases. Le but, c'est de remplir une case, et une fois qu'on a réussi à la fermer, on met son initiale dans la petite boîte, et puis on peut rejouer. Ça vous dit quelque chose, ce jeu-là? Le jeu des petits carrés. Alors, on peut le jouer sur une feuille de papier et un crayon. Ça, c'est assez super pour jouer à ce jeu-là. Il s'est aussi vendu par l'éditeur MB, avec des petites encoches qu'il fallait mettre dans un plateau en plastique. Ce jeu-là, c'est le jeu des pouces.
Le jeu des pouces, en fait, c'est pareil, là, c'est l'évolution d'une partie. Donc, on part de l'état initial où on n'a que 2 points, vous voyez, sur la feuille de papier. Et le but, c'est, à chaque coup de chacun des joueurs, de relier ou bien un point sur lui-même, ou bien un point à un autre, et de créer un nouveau point sur le chemin qu'on vient de faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre cet état-là, où j'ai que 2 points qui se baladent sur le papier? Il y a un joueur qui a fait une boucle pour rejoindre ce premier point sur lui-même, et il a créé un deuxième point. Ça va? Le joueur d'après, il a relié le point ici et le point ici, et il a créé un nouveau point. Alors, il y a bien évidemment des conditions d'arrêt. Les conditions d'arrêt, c'est quoi? C'est que d'un seul point ne peuvent pas émerger plus de 3 chemins. À partir de là, la position devient morte, c'est comme ça qu'on dit. Et surtout, on ne peut pas faire s'entrecroiser les chemins. Et en fait, vous voyez qu'on arrive, au bout d'un certain temps, à une position finale qui fait que aucun des deux joueurs ne peut jouer à nouveau. Et donc ça, c'est aussi un jeu combinatoire. Et puis celui-ci, le jeu des bâtonnets à Fort Boyard, je vais y revenir un petit peu après, qui est aussi un jeu combinatoire. Alors, vous voyez dans ce que je vous ai défini, la dernière condition, gagnant, souvent déterminé par le dernier coup, vous pourriez me dire, bah oui, mais par exemple, au morpion, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir une partie nulle. D'accord? Il y a plein de jeux. Le puissance 4, on peut aussi avoir une partie nulle. Donc en fait, on va distinguer, pour être vraiment précis en mathématiques, 2 définitions de jeux combinatoires. On va avoir la première définition stricte, où on va un peu gommer cette dernière propriété et on va la remplacer par 2 autres propriétés qui sont plus strictes, plus contraignantes. C'est qu'au lieu de dire qu'il y a souvent un gagnant, on va dire qu'il n'y a pas de partie nulle et qu'il y a toujours un gagnant. D'accord? Et deuxième point, le gagnant est uniquement déterminé par le dernier coup. Ça va éliminer, par exemple, de cette définition stricte, le jeu de Go. Vous êtes familier avec le jeu de Go? Le jeu de Go, ce n'est pas celui qui joue en dernier qui a gagné. Il y a un comptage de points à la fin. D'accord? Donc ne rentre pas le jeu de Go dans la définition stricte d'un jeu combinatoire. Et puis une définition qu'on appelle étendue, qui est du coup cette définition-là. Et là, ça nous plaît parce qu'en fait, on va pouvoir mettre dedans les jeux qu'on rencontre le plus souvent dans nos pratiques, d'accord, des jeux de plateau, bien souvent, ou des jeux même papier-crayon, c'est comme ça qu'on appelle le jeu de morpion. Est-ce que ça va jusque-là pour cette définition? D'accord? Donc les jeux combinatoires, on est plutôt clair, maintenant on sait ce que c'est. Alors l'intérêt en fait de ces jeux combinatoires, c'est essentiellement dû au fait qu'il n'y a pas de hasard et que l'information est complète. Il y a un intérêt en fait de les regarder pour l'existence d'une stratégie gagnante. C'est-à-dire, une stratégie gagnante, qu'est-ce que ce serait? Ce serait l'élaboration en fait d'un chemin, d'un enchaînement de coups qui me permettrait, si je joue bien, optimalement, d'arriver à gagner à chaque fois à ce jeu. D'accord? C'est ça qu'on cherche. Enfin, en général, quand on joue à un jeu, on cherche à gagner. Je ne connais pas grand monde qui cherche à perdre dans un jeu. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver cette stratégie gagnante. Et donc, l'idée, c'est de prédire, en fait, à une certaine position de jeu, donc voilà, par exemple, une position avancée aux échecs, et ça, c'est difficile, de se dire, est-ce que la position-là, elle est plutôt perdante, elle est plutôt gagnante, ou elle est plutôt nulle par rapport au joueur qui va jouer. Et ça, c'est sous couvert de supposer que les deux joueurs jouent optimalement. Alors ça, c'est dans la théorie, c'est bien beau, mais dans la pratique, on n'est pas des joueurs optimaux, d'accord? On tend à l'être, mais c'est ça qui crée des difficultés entre ce qu'on va analyser théoriquement et puis ce qu'on peut observer de manière empirique, d'accord? Et donc, je vais vous en parler en fait dans la suite de cet exposé. C'est comment ces jeux combinatoires, ils ont intéressé finalement les mathématiciens et c'est créé et c'est développé une théorie mathématique autour de ça. Donc j'en viens du coup à vous présenter, maintenant que j'ai un peu défini les outils sur lesquels j'allais travailler, de vous montrer le plan de la présentation et de ce que je vais essayer de vous raconter dans le temps qui m'est alloué. Donc dans un premier temps, ça va être de regarder d'un point de vue historique, parce que c'est ce que j'aime bien faire, l'intérêt qu'ont eu les mathématiciens à résoudre des jeux combinatoires. Alors, entendons-nous, jeu combinatoire, le mot il n'existait pas au XVe siècle. C'est un mot qu'on a inventé, un terme qu'on désigne à partir de 1970 à peu près, qui vient de l'anglais Combinatorial Games. Donc je vais vous dire, c'est un jeu combinatoire, mais à l'époque, les auteurs du XVe ou du XVIe siècle ne disent pas c'est un jeu combinatoire.
Je vais vous montrer ça à travers un jeu que j'ai appelé le jeu de Pacioli, parce que c'est Luca Pacioli qui l'a décrit, et puis les variantes de jeu par rapport à cette première version. Et on va regarder un petit peu les sources historiques ensemble, on va regarder comment justement étaient analysés ces jeux-là. Et dans un deuxième temps, puisqu'il y avait quand même le mot algorithme dans le titre de la présentation, c'est de montrer comment ces jeux combinatoires, donc je vais vous en montrer quelques-uns dans la première partie, eh bien, ils ont été programmés en mode débranché ou en mode branché. D'accord ? Et on va faire ça à travers le jeu de Nîmes, que peut-être vous connaissez, mais je vais vous rappeler les règles au fur et à mesure, et aussi sur une fin de partie aux échecs, et ça dans une partie plus tardive, plutôt à partir du XXe siècle et au milieu du XXe siècle. D'accord ? Ça vous va, ça ? De toute façon, c'est ce que j'ai préparé. Alors, premier temps, l'intérêt des mathématiciens pour les jeux combinatoires. Alors, quand on regarde un petit peu les textes en histoire des mathématiques, on a un personnage qui est assez important, qui s'appelle Luca Pacioli. Donc c'était un mathématicien italien de la Renaissance. On le voit d'ailleurs représenté... Oups, c'était pas le bon. Il fallait que je revienne en arrière. C'est possible de revenir en arrière ? Ah voilà, c'est bon. Comment est-ce qu'on voit que c'est un mathématicien ? C'est un mathématicien parce qu'il a tous les attributs des mathématiciens. Il a un compas, il est en train de tracer des figures géométriques. Alors, on ne le voit pas bien, mais en fait, il est en train de lire les éléments d'Euclide. Donc, voilà, mathématiques. Il y a des solides autour de lui. Il y a une représentation, une iconographie assez forte qui montre que c'était un mathématicien. Alors, Luca Pacioli, on le connaît pour plein de choses. On le connaît notamment pour une Summa d'Arithmetica, qui était en fait c'est une somme d'arithmétique. Ça montrait finalement l'étendue des connaissances en arithmétique à cette époque, et qui était écrit en latin. Et alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est un ouvrage un peu moins connu, qui s'appelle le De Viribus Quantitatis, qui est un manuscrit. Donc, manuscrit, c'est-à-dire écrit à la plume, de plus de 400 feuillets, je crois, donc entièrement rédigé par Pacioli lui-même, rédigé, intéressant, non pas en latin, mais en italien, en langue vernaculaire, donc qui s'adresse à un public un peu plus large que les érudits qui connaissent le latin. Et en fait, dans cet ouvrage-là, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve en fait une collection, un ensemble de petits problèmes que je vais appeler des problèmes récréatifs, des petits problèmes arithmétiques, des problèmes géométriques aussi, mais je vais plutôt m'intéresser à l'arithmétique, et dans lequel en fait on va avoir les premières versions de ce qu'on appelle des jeux combinatoires. Et je vais vous en montrer un exemple juste après. Donc là, c'était pour vous montrer la minutie avec laquelle Pacioli avait écrit son ouvrage. C'est le début de la table des matières, hein, donc c'est l'ensemble. Là, c'est le début de l'ensemble des problèmes arithmétiques. Et on trouve un problème, qui est le problème 34. Donc s'il y a des gens qui sont familiers avec le vieil italien, c'est le moment de se manifester. Mais sinon, qu'est-ce qui est dit ? Alors si je traduis par une traduction, on va dire littérale, alors ça ne veut pas dire que ce sera du vieux français, mais si on essaye de traduire en gardant un peu l'idée et la construction de la phrase, ça fait ça. Ça fait effet 34, finir, alors j'ai mis sous-entendu le jeu parce que sinon on ne sait pas du tout de quoi il est question, avant son compagnon, quel que soit le nombre, et sans prendre plus qu'un nombre limité. Ok. Alors, est-ce qu'on comprend c'est quoi ce jeu ? Non, pas vraiment. Heureusement, dans la suite du texte, Pacioli explique en fait ce qui doit être fait. Donc on a deux personnes, et là on retrouve notre idée jeu combinatoire, deux personnes, qui doivent atteindre le nombre 30 en additionnant chacun leur tour un chiffre compris entre 1 et 6. D'accord ? Je vous propose de faire un exemple pour voir si vous avez bien compris. Donc mettons, je suis une personne et vous êtes une personne, vous avez le droit de réfléchir tous ensemble. Comme vous êtes sympa et que je suis toute seule, je peux commencer ? Ouais ? Ok. Alors, je vais dire... Voilà, donc l'idée, c'est que je vais dire 2, d'accord ? Vous dites un nombre compris entre 1 et 6, et on l'additionne à mon 2. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Alors, je prends le premier qui vient, d'accord ? 3, mais après, vous avez le droit de vous coordonner. 3, donc 3 et 2, 5. Moi, je vais dire 4. Donc, on arrive à 9. Alors, qu'est-ce que... Ah ben on ne peut pas dire 7, c'est jusqu'à 6. Donc 6. Donc 6, 9 et 6, on arrive à donc 15, si je ne me trompe pas, 15. Moi, je vais dire 1. Donc on arrive à 16. 16 plus 1, donc on arrive à 17. Je vais dire 6. Et on arrive à 23. Et vous dites 6, et vous arrivez à 29. Et donc je dis 1. Et j'arrive à 30 et j'ai gagné. OK. Oui, bon,
En fait, il n'y a pas trop de mérite, je pense que vous l'avez compris. Il n'y a pas trop de mérite parce que je vous dis, vous êtes sympa, vous m'avez laissé commencer, mais en fait, il y a une stratégie gagnante derrière ça. D'accord ? Alors, quelle est-elle, rapidement, pour vous expliquer aussi comment Pacioli faisait à cette époque. Le nombre à atteindre, c'est 30. Qu'est-ce que vous avez compris quand je suis arrivée à 23 ? Vous avez compris que je rajoute plus 1 à plus 6, ou bien je suis à 24, ou bien je suis à 29, et que moi, au tour d'après, je peux faire le complément et je peux arriver à 30. Vous êtes d'accord ? Donc là, on a un écart de combien entre ces deux-là ? De 7. Donc finalement, les positions, je vais dire gagnantes, mais les positions qu'il faut que j'atteigne pour être sûr de gagner, la première, en partant de la fin, c'est 23. Vous êtes d'accord avec ça ? Et si je réitère ce raisonnement-là, 23 moins 7, 16, et là vous vous dites, elle nous a bien eu, elle a dit 16 à un moment donné. Et oui, et 16 moins 7, 9, et 9 moins 7, 2. Voilà. Donc en fait, vous n'aviez aucune chance de gagner, puisque j'avais commencé finalement par la stratégie gagnante et à donner la bonne position dès le début. Ça va, ça ? Vous voyez qu'après, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on peut le décliner avec d'autres nombres, avec d'autres chiffres compris entre 1 et 6, par exemple entre 1 et 7, et c'est une histoire en fait de division euclidienne et de reste de la division euclidienne de 30 par 6 plus 1. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, donc Pacioli l'explique comme ça, et voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce problème peut, par exemple, je le dis, je l'utilise en formation. Alors, je ne l'utilise pas de façon orale comme on peut le faire ici, parce que c'est un petit peu délicat. Ce qui est intéressant, c'est de le voir, par exemple, en version soustractive. Le faire en classe, avec des jetons. Donc, on a des jetons. Vous voyez, c'est une autre configuration numérique. On a 15 jetons. On peut en prendre 1, 2 ou 3. Et puis, c'est celui qui prend le ou le dernier jeton qui remporte la partie. C'est mon jeu de Pacioli, mais dans l'autre sens, d'accord ? Ce que je vous ai fait faire de façon additive, là, ça se fait de façon soustractive. Ça va ? OK. Donc, j'avance un petit peu. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, ce petit problème-là, ce petit jeu-là, va se retrouver dans différents ouvrages par la suite, par d'autres mathématiciens. On a ici un Français, Claude Gaspard Bachet, comte de Méziriac, c'est son nom en entier, qui, en fait, va prendre connaissance de l'ouvrage du manuscrit de Pacioli. Alors, je le rappelle, le manuscrit de Pacioli, il y a un exemplaire qui est conservé à l'université de Bologne. Et donc, c'est les savants, à cette époque, qui voyagent en Europe et qui vont se former au fur et à mesure dans les universités, dans les bibliothèques, et qui vont, du coup, prendre connaissance de cet ouvrage. Et donc, Bachet, vous voyez le titre de son ouvrage, « Problèmes plaisants et délectables qui se font par les nombres », d'accord, c'est un beau titre, ça, je trouve, dans lequel on va retrouver des problèmes arithmétiques de la même nature que ce que Pacioli avait pu présenter juste avant. Je vous donne un exemple qui permet aussi de pouvoir lire un peu de français du XVIIe siècle. Alors, le problème 22, si deux, sous-entendu personnes, ont proposé entre elles de dire chacun, l'un après l'autre, alternativement, donc on retrouve deux joueurs, alternativement, pas simultanément, un nombre à plaisir, c'est-à-dire un nombre qu'on aura choisi, qui toutefois ne surpose point un nombre précis, donc, par exemple c'est d'additionner un nombre compris entre 1 et 6, pour voir, ajoutant ensemble les nombres qu'ils diront, donc on somme à chaque fois les nombres choisis, c'est tout à fait le jeu qu'on a fait, qui arrivera plutôt à quelques nombres précis, prescrits, donc c'est-à-dire 30, faire si bien qu'on arrivera toujours le premier au nombre destiné. D'accord ? Alors, encore une fois, ça peut paraître un peu obscur, mais ça prend tout son sens quand on lit le début de la suite, soit 100, alors là, c'est pas 30, mais 100, le nombre destiné, et que le nombre précis qu'on ne peut pas dépasser soit 10, si bien qu'il soit permis de dire 10 au tout nombre moindre. Donc, il donne un exemple. Le premier dit 7, le second dit 10, ça fait 17, puis le premier prend 5, qui font 22, le second prend 8, qui fait 30, tatati, tatati, tatata. Et donc, il explique un enchaînement, et il va y avoir ensuite la démonstration. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous voyez comment Bachet explique la solution. Pour vaincre infailliblement, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on ajoute 1 au nombre qu'on ne peut pas passer, c'est-à-dire 10, donc on obtient 11. Et ôte continuellement 11 du nombre destiné, 100. En fait, c'est ce qu'on a fait avec notre 7 ici, n'est-ce pas ? Donc, tu auras ces nombres, 89, 78, et 1. Donc, partant,
de ce fait, si tu commences à dire 1, quel que soit le nombre que ton adversaire va dire, il ne te pourra empêcher de parvenir à 12, et de là à 23, et de là à 34, etc. D'accord ? Voilà comment se fait la démonstration à ce moment-là. Alors un petit point, et je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais dans la suite, on pourrait attendre sous le terme démonstration quelque chose de général, avec on cherche à atteindre n en additionnant des nombres compris entre 1 et k. Sauf qu'il n'y a pas de symbolisme encore mathématique à cette époque, au moment de Bachet. Ça vient peu de temps après, mais on n'a pas cette idée d'utiliser un formalisme, d'utiliser une lettre pour représenter une entité non définie. Et donc, en fait, la démonstration, c'est juste une reprise de la solution juste avant. Et l'avertissement, c'est une explication qu'on peut faire varier les nombres. On peut choisir un autre nombre que 100, un autre nombre que 10. Donc, vous voyez comment, finalement, ce problème se retrouve dans cet ouvrage-là. Alors, je me suis amusée à le faire pour ma thèse, mais je ne vais pas m'amuser à vous le refaire ici. C'était justement d'aller traquer en fait ce petit problème, ce jeu combinatoire, et d'aller voir comment est-ce qu'on le retrouve finalement dans différents ouvrages à travers les époques, avec un code couleur selon les nationalités. Donc en français, les cadres bleus. On trouve une occurrence allemande, Daniel Schwenter, en 1636, en vert, et puis ensuite des traductions aussi de ces livres français en anglais, etc. Et alors en fait, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce problème se retrouve en fait de la même façon, tel que je vous l'ai formulé là par Bachet et par Pacioli juste avant, et on le retrouve et il est analysé à chaque fois. Et en fait, ce jeu-là va être la base, un peu l'ancêtre d'un jeu que peut-être vous connaissez maintenant, parce qu'on le retrouve mentionné dans les programmes de cycle 4, par exemple, en algorithmique et programmation, qui s'appelle le jeu de Nîmes. Donc, petit quiz, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du jeu de Nîmes ? Quelques personnes. OK. Ce qui est important, donc, je vais vous expliquer les règles, je vais vous expliquer un petit peu la résolution. L'idéal aurait été de jouer, mais je ne vous ai pas ramené plein de jetons pour le faire ici. C'est des choses que vous pourrez faire chez vous par la suite. L'intérêt ici, c'est que ce jeu de Nîmes, vous le voyez par le titre de l'article, Nîmes, a game with a complete mathematical theory. C'est-à-dire que c'est le premier article qui, en fait, va analyser de façon générale et de façon mathématique un jeu combinatoire et qui s'appelle le jeu de Nîmes. Alors, il a été écrit par un monsieur qui s'appelle non pas Bouton, je me mets ça pour me faire mon aide-mémoire, mais par Bouton, parce que c'était un anglais, dans un journal mathématique américain qui s'appelle The Annals of Mathematics, donc dans un journal de mathématiques sérieuse, dans laquelle on va trouver une publication sur un jeu. C'est pour vous montrer qu'on peut jouer, on peut s'amuser, et en fait, finalement, il peut y avoir des choses mathématiquement intéressantes derrière ça. Alors, le jeu de Nîmes, qu'est-ce que c'est ? Plutôt qu'un long discours, il y a aussi un quiz cinématographique. Est-ce qu'on peut envoyer la vidéo, s'il vous plaît ? Non, pas maintenant. Je vous propose un autre jeu plutôt. Je connais un jeu auquel je gagne toujours. Si vous ne pouvez pas perdre, ce n'est pas un jeu. Je peux perdre, mais je gagne toujours. Essayons. Cela se joue à 2. Les cartes sont disposées comme ceci. 7, 5, 3, 1. Chacun des joueurs ramasse des cartes, à tour de rôle, autant de cartes qu'il veut, à condition de n'en prendre que dans une seule rangée à chaque fois. Celui qui ramasse la dernière carte a perdu. Voulez-vous commencer ? Ah, ça a frisé. Bon, vous l'avez compris, il a perdu. Alors, quiz cinématographique. Quelqu'un sait quel est l'extrait de ce film ? Est-ce qu'on a des amateurs d'Alain Resnais dans cette salle ? Non ? L'année dernière à Marienbad,
Moi, ça commence à remonter, hein, donc c'est un film qui date de 1961. Et dans lequel, je ne vais pas vous faire un commentaire sur le scénario, mais dans lequel, en fait, on retrouve ce jeu qui a été connu et qui a été pratiqué ensuite sous le nom de jeu de Marienbad. Donc c'est assez drôle parce qu'en fait, c'est un jeu de mime, entre guillemets, caché, et qui, en fait, est un peu un leitmotiv tout au cours du film, où les deux acteurs principaux, qui sont rivaux pour une femme, vous l'aurez compris au rire à la fin de la vidéo, eh bien, vont disputer pas loin de 6 à 7 parties de jeux de Marienbad en fait, au cours du film. Et c'est toujours le même qui gagne. Mais il a dit, qu'est-ce qu'il a dit ? Je peux perdre, mais je gagne toujours. Voilà. Donc il avait annoncé la couleur. Donc les règles du jeu de Nîmes sont celles-ci. On peut y jouer bien évidemment avec autre chose que des cartes. On peut y jouer avec des allumettes. Alors en classe, je le déconseille, donc avec des jetons par exemple. Et on peut placer, une configuration initiale serait celle-ci, placer les jetons comme ci-contre, donc sur 3 rangées différentes. Et donc vous l'avez compris, à tour de rôle, un joueur peut retirer 1 jeton, 2 jetons, 3 jetons, 4 jetons, enfin autant qu'il le souhaite, mais seulement sur une rangée, d'accord ? Et le joueur qui prend le ou les derniers jetons remporte la partie. Alors, peut-être là vous allez vous dire, mais ce n'est pas exactement les mêmes règles. Effectivement, il y a une petite subtilité, et encore là, c'est un petit point vocabulaire dans la théorie des jeux combinatoires. On va parler de version normale, quand le dernier joueur qui joue gagne. D'accord ? Donc celui, par exemple, qui remporte tous les jetons gagne la partie, c'est une version normale. C'est le jeu de Nîmes que je vous ai présenté juste avant. On appelle version misère la version quand le dernier joueur qui joue perd la partie. D'accord ? Le jeu de Marienbad, c'est celui qui prend la dernière carte qui perd. D'accord ? Si vous vous souvenez du jeu des bâtonnets à Fort Boyard, c'est la même chose. C'est celui qui prend le dernier bâtonnet qui perd et qui n'a pas de gain de temps pour aller dans la salle du trésor. D'accord ? Voilà donc la différence. Et c'est une différence dans la résolution, bien évidemment. Pas dans la façon de raisonner, mais dans les positions qui sont finalement gagnantes ou non. Alors, comment est-ce que ça fonctionne dans la version normale ? Donc dans la version, celui qui prend le ou les derniers jetons gagne. Alors, c'est Bouton qui nous le dit. Il existe des positions de jeu, et puis je vous l'ai déjà dit juste avant, puis on l'a vu avec un exemple avec Pacioli, il existe des positions de jeu qui sont en fait avantageuses pour le joueur qui les joue, pour le joueur qui les laisse à l'adversaire. Tout comme je vous avais laissé 23, c'était une position qui était avantageuse pour moi, pas pour vous. D'accord ? Elles sont appelées, ces positions-là, avantageuses, en anglais, des safe combinations. J'aime bien le terme parce que je trouve qu'en anglais, c'est assez parlant. Une position qui est sûre. Si je la laisse, je suis moi-même dans une position avantageuse. D'accord ? Alors, pareil, prenez le temps peut-être de pratiquer un petit peu le jeu chez vous, à la limite, mais après quelques tours de jeu, on se rend compte que, par exemple, cette position-là, c'est une safe combination. Parce que si je la laisse à mon adversaire, je suis sûr de gagner. Pourquoi est-ce que je suis sûr de gagner ? Mon adversaire, il prend une allumette dans une rangée, je prends la dernière. Et puis j'ai gagné. D'accord ? Donc ça, c'est la position, la safe combination la plus simple, je dirais, qui apparaît en fin de partie. Un autre exemple, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que c'est une safe combination ? Il suffit finalement, entre guillemets, de faire l'arbre des positions possibles juste après, et puis de déterminer que c'est une position gagnante. Qu'est-ce qui peut se passer ? Ou bien l'adversaire, il prend les 2 allumettes dans un tas, moi je prends les 2 dans l'autre, fini, j'ai gagné. Ou bien je prends une allumette, il prend une allumette dans un tas, et qu'est-ce que je fais ? Je prends une allumette dans l'autre tas. Et je reviens à quoi ? Je reviens à cette position-là. Donc il y a une sorte de lien en fait entre cette position et cette position. Si je laisse cette position à mon adversaire, je suis sûr, quelque part, de pouvoir arriver à celle-ci. Ou bien de gagner en un coup, selon ce qu'il joue. D'accord ? Et lui, non. C'est ça qui est fort dans les jeux combinatoires. C'est-à-dire que si moi j'arrive à ça, lui, il ne pourra jamais arriver à une position gagnante. Une dernière pour la forme, avec 3 rangées. Là encore, si on fait l'énumération de tous les coups possibles par l'adversaire, je peux ou bien me ramener à cette configuration, ou bien me ramener à cette configuration et gagner à la fin. Ça va ? Donc ça, c'est plutôt un peu, entre guillemets, empirique, c'est quand on joue. La question que se pose Bouton, et qui était particulièrement intéressante pour le développement de la théorie des jeux combinatoires, c'est, d'accord, mais plus généralement, ma position initiale, là, 7, 5, 3, c'est une position gagnante ou c'est une position perdante ? C'est une safe combination ou ça ne l'est pas ? Et bien voilà, c'est sa question, c'est ça qui motive son article, et c'est ça qui motive finalement la résolution du jeu de Nîmes, que je vais vous dévoiler. Alors,
L'idée, c'est de passer par l'écriture du nombre de chaque tas dans le système binaire. D'accord? Donc on traduit 7, 5, 3 dans le système binaire. 7 me donne 1, 1, 1, 5 me donne 1, 0, 1, et 3 me donne 0, 1, 1. Jusque-là, pas de souci. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle une somme. Alors, dans chaque colonne, d'accord, donc comme une somme, comme une addition classique, modulo 2. Modulo 2, ça veut dire quoi? Modulo 2 sans retenue, ça veut dire quoi? C'est facile dans le binaire. 1 plus 1, ça fait 0, et 0 plus 1, ça fait 1. Je ne rappelle pas de retenue, donc vous n'avez pas du tout à retenir finalement quelque chose et à le passer dans la colonne d'après. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma première colonne à droite. Alors il faut aligner les unités entre elles, hein, comme quand on fait une addition classique dans le système décimal. 1 plus 1, ça me fait 0, plus 1, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1, plus 1, ça fait 0, et 1 plus 1, ça fait 0, plus 0, ça fait 0. D'accord? Ou une autre façon de le voir, c'est que quand il y a un nombre impair de 1 dans la colonne, bah, ça me donnera un 1 à la fin, et quand il y a un nombre pair de 1 dans la colonne, ça me donnera un 0. Ça va jusque-là? Ça s'appelle, ça, maintenant, faire une Nîmes somme. C'est marrant comment le jeu de Nîmes donne son nom à une opération mathématique. C'est pour dire qu'il est important, ce petit jeu de Nîmes. Et en fait, Bouton nous explique que si la somme est nulle, alors ce qui n'est pas le cas ici, eh bien, la position est une safe combination. Donc en fait, l'idée, c'est de regarder si la somme globale fait 0, et puis si elle ne le fait pas, bah, c'est de la rendre nulle pour être sûr de donner une safe combination. Et il y a une question. Pas de souci, je veux pas rendre des gens aveugles. Ça va? Donc qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse là? Imaginons, c'est à moi de jouer. Il faut que je rende la somme nulle. Donc il faudrait que j'ai 3 zéros en bas. Donc pour avoir 3 zéros en bas, il faudrait que je transforme un des 1 en 0 ici. Vous êtes d'accord? Et transformer un des 1 en 0, ça veut dire retirer une allumette d'une des 3 rangées. Vous êtes d'accord? Par exemple, si j'ai du 6, 5, 3, ça me ferait 0, 0, 0. Donc vous savez maintenant que cette position initiale, il vaut mieux commencer à jouer, retirer une allumette d'une seule des rangées, et ensuite laisser votre adversaire se débrouiller, et revenir à chaque fois comme ça sur la safe combination avec une Nîmes somme égale à 0. Alors vous allez dire, bah oui, c'est bien, mais croyez-moi, en pratique, c'est pas facile à jouer. Hein. Ça demande un petit peu de... Voilà. Donc, après, on peut au début jouer de façon un petit peu aléatoire, et puis quand on commence à se rapprocher vers une fin de partie, de finalement opérer à cette résolution-là. Voilà. Alors, j'avance un petit peu dans mon histoire. Ce qui est important, c'est qu'après cet article de Bouton, eh bien, ça va attirer finalement l'attention d'autres mathématiciens, notamment un mathématicien néerlandais, qui va proposer, vous voyez le titre, « A Modification of the Game of Nîmes ». Donc là vont être publiés différents articles dans des ouvrages et surtout dans des revues, je dirais, cotées ou de mathématiques sérieuses, eh bien, des analyses de jeux de Nîmes avec des petites modifications dans les règles. Je ne rentre pas dans les détails parce que je n'ai pas le temps, mais on a des exemples. Un autre monsieur, un mathématicien américain, qui va proposer, lui, une généralisation du jeu de Nîmes. Donc, à partir de cet ouvrage de Bouton, de cet article de Bouton, eh bien, une théorie, finalement, va se développer. Et elle va se développer avec aussi un jeu important, le fait de comprendre quelque chose d'important dans les jeux. Et ça, c'est un exemple allemand, donc Wilhelm Arens, mathématicien allemand du début du XXe siècle, qui propose ce jeu dans un journal, un quotidien même, qui s'appelle Der letzte gewinnt, donc le dernier gagne. Donc comment se présente le jeu? Je vous montre, je vous explique les règles. On a 9 cases qui sont indicées, vous voyez, de A à I, d'accord? Et sur 3 d'entre elles, on a une pierre, donc là en D, en F et en I. D'accord? Encore une fois, ça se joue à 2. Hein. Là, tous les jeux dont je vous parle, c'est des jeux à 2 joueurs. Et les joueurs peuvent, à tour de rôle, prendre une pierre et la déplacer, une seule pierre, hein, et la déplacer vers la gauche. On a une flèche qui nous indique qu'on peut aller vers la gauche, d'autant de cases qu'on veut. D'accord? Donc, je peux prendre, par exemple, la pierre qui est en I et la déplacer sur H, ou bien même la superposer sur J, si je veux. Il peut y avoir superposition. D'accord? Et celui qui amène la dernière pierre sur la case A remporte la partie. D'accord? Bon, mettons qu'on ait le temps que vous jouiez un petit peu.
Eh bien, en fait, on se rend compte que derrière cette mécanique de jeu, eh bien, il y a un jeu de Nîmes. Si on considère que l'écart entre la case et la case finale, finalement, c'est une rangée avec des allumettes. Est-ce qu'on n'aurait pas 3 rangées d'allumettes avec 1, 2, 3 allumettes ici, 1, 2, 3, 4, 5 allumettes ici, et 8 allumettes pour la dernière? C'est-à-dire que cette morphologie de jeu, si je peux dire ça comme ça, vous voyez, où on a l'impression que c'est vraiment différent. On a une sorte de plateau, on bouge qu'une seule pierre. En fait, ça revient à un jeu de Nîmes classique avec 3 rangées et un nombre quelconque d'allumettes dans des rangées. D'accord ? Donc la façon de résoudre ce jeu-là revient à ce que je vous ai présenté jusqu'avant avec le système binaire. Et c'est un jeu qui s'appelle un Nîmes-in. C'est pas de la blague ce que je raconte. Hein. C'est pour dire un Nîmes incognito. Et oui, en fait, c'est un Nîmes déguisé. C'est un Nîmes déguisé, c'est juste la forme de jeu, le design du jeu et les mécaniques de jeu qui diffèrent. Et ça, c'est un résultat qui est assez fort, c'est-à-dire que derrière de nombreux jeux, petits jeux de plateau, où on pense qu'il faut retirer des pièces ou avancer des pièces, il y a en fait un jeu de Nîmes qui est déguisé derrière, avec une stratégie que je vous ai exposée juste après. Et ça, c'est un élément qui est assez fort quand on a compris ça, parce qu'on peut essayer, ce qu'on aime bien faire en mathématiques, de se ramener à un seul modèle. Et le modèle, c'est le jeu de Nîmes. C'est pour ça qu'il est suffisamment important et que j'ai essayé de vous montrer que c'était un peu un pilier dans cette théorie-là. Et par la suite, va se développer ce qu'on appelle la théorie des jeux combinatoires, qui est une théorie mathématique aujourd'hui travaillée à cheval sur la théorie des graphes et aussi en informatique, qui vient du nom Combinatorial Game Theory en anglais, et qui va un peu être, je dirais, bien avancée, et surtout les bases vont être bien posées par un ouvrage assez colossal qui va paraître en 1982, j'ai oublié de vous mettre la date, qui s'appelle Winning Ways for Your Mathematical Plays, qui a été rédigé par ces trois mathématiciens qui sont décédés récemment. John Conway à cause du Covid, Richard Guy a pas loin de 104 ans, donc vous voyez, les jeux combinatoires, ça conserve, Elwin Berlekamp un petit peu avant. Et en fait, c'est, je dirais, la bible de l'analyse des jeux combinatoires. Donc on va retrouver un ensemble de jeux qui vont être finalement analysés, et toute la théorie va être développée par rapport à ça. Donc vous voyez, finalement, ce qu'il faut retenir de là, c'est qu'on a un petit jeu, un jeu de Nîmes ou même un jeu, le jeu de Pacioli, qui se joue avec 3 fariens, et on va en élaborer toute une théorie mathématique qui continue finalement d'être développée aujourd'hui. Voilà. J'arrive maintenant au second temps, et le second temps, c'est comment est-ce que finalement on s'est saisi de l'algorithmique pour programmer ces jeux-là, de façon branchée ou débranchée, de certains jeux combinatoires. Voilà, donc je vais vous présenter ça sur le temps qui reste. Alors, je vais commencer par le mode débranché, pour ensuite se brancher. Alors, en mode débranché, on a, en 1968, un jeu du commerce qui s'appelle The Amazing Dr. Nîmes. Donc voilà, vous avez compris à quoi jouer ce jeu, n'est-ce pas? J'aime beaucoup mettre cette photo parce que ça montre... voilà, c'est un certain cliché historique, un authentique computer game. Et plutôt que de vous l'amener, parce que j'ai une édition qui date de 1968, j'ai une petite vidéo pour vous montrer comment il fonctionne, et vous allez voir que vous n'allez pas être perdu sur la dynamique de jeu. Voilà le brevet de jeu qui a été déposé en 1968, notamment sur l'ensemble des pièces qui sont des espèces, parce que tout est mécanique, d'interrupteurs qui ont donc 2 positions, une position on et une position off. Alors, voilà, si on peut envoyer la vidéo, s'il vous plaît. Donc, voici comment se déroule une partie de jeu de Dr. Nîmes, avec 15 billes initialement placées dans la gouttière, et qu'on va jouer en version misère. Alors, je décide de jouer en première, donc je place le petit curseur ici sur Player, et je décide ensuite de faire descendre 1, 2 ou 3 billes. Je vais décider d'en faire descendre 2. Donc, j'appuie sur la gâchette, une fois, 2 fois. Je dis ensuite que c'est au tour de Dr. Nîmes de jouer, donc je déplace la petite gâchette ici, et j'appuie une fois sur la gâchette pour faire descendre le nombre de billes que lui veut faire descendre.
j'aide un petit peu le mécanisme. Il a retourné la molette de mon côté, c'est donc à mon tour de jouer. Je décide d'enlever 3 billes. Et décide ensuite que c'est à son tour de jouer. C'est encore à moi de jouer. Je décide que c'est le sien. Il a de lui-même actionné une deuxième bille. C'est mon tour. Je vais redéplacer celle-ci. C'est ensuite à lui de jouer. Et bien évidemment, il me reste la dernière bille et j'ai perdu. Voilà. Voilà. Donc, un mécanisme en fait, qui repose sur plusieurs paramètres, sur le nombre de billes qu'on peut mettre au début dans la gouttière, d'accord, alors pas le nombre de billes qu'on peut prendre, parce que c'est toujours 1, 2 ou 3 billes, mais aussi sur la version qu'on peut jouer. Est-ce qu'on joue en version misère ou est-ce qu'on joue en version normale, d'accord? Là, je vous ai montré une version misère. Si, encore une fois, on ne joue pas bien dès le début, eh bien, Dr Nim reprend la main et remporte allègrement la partie. Donc ça dépend aussi, finalement, des configurations, ce qu'on appelle des flip-flops, des petits interrupteurs, là, vous voyez, des machins blancs là, qu'il y avait sur le plateau, de comment ils sont configurés pour finalement faire descendre le bon nombre de billes quand c'est au tour de Dr Nim de jouer. Donc bien évidemment, j'ai fait exprès de ne pas bien jouer et de vous montrer qu'il remportait à chaque fois. Ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'il y a finalement, donc il y a les règles du jeu, et il y a un petit livret qui explique en fait quel est l'algorithme qui est proposé derrière par la machine. Un algorithme complètement débranché. Hein. Le truc, c'est un bout de plastique rouge avec des flip-flops blancs. Il n'y a rien derrière. C'est entièrement mécanique. Et donc, je pense qu'on va distribuer la feuille quand même, parce que je voulais vous faire un petit exercice pratique, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Mais c'est de vous montrer, de vous expliquer quelles sont les instructions, justement, faites par le programme pour vous montrer ce qu'il opère, lui, mécaniquement, finalement, sur le plateau. Donc, je vous les ai traduites en français, et donc, il y a Lisa qui est en train de vous distribuer les instructions, en fait, qui sont proposées par le programme. Alors, le temps qu'elle distribue, je meuble. En fait, donc ça, c'est dans la traduction. Le programme est écrit de sorte que 4 nombres, 4 variables, en fait, on dirait maintenant, ont besoin d'être changés de façon répétitive et d'être mémorisés durant la partie de jeu en cours. Et donc ces nombres vont s'appeler M, le nombre de billes restantes dans le jeu, donc on va considérer qu'il y en a 15 au départ, R, le nombre de rappels, une variable mémoire quelque part, le P, c'est la variable pour le nombre de billes que le joueur, donc P pour player, choisit à un tour donné, et N, le nombre de billes pour que le programme choisit à un tour donné. Donc, vous avez normalement une feuille devant vous qui reprend les instructions, justement, faites par le programme. Alors, vous pouvez peut-être griffonner sur le côté le petit tableau comme ça, avec M, R, P, N pour les différentes valeurs de la variable. D'accord ? Donc, je reviens en arrière, je reviens en arrière, s'il vous plaît. Merci. Donc, voilà les numéros des instructions. Donc, vous voyez, instruction numéro 1, commençons un nouveau jeu avec 15 billes. OK. Donc, écrivez un 15 dans la colonne M, qui était la colonne où il y a le nombre de billes en entier. Et un 2 dans la colonne R. Si vous souhaitez jouer en premier, allez à l'instruction numéro 6. Est-ce qu'on veut jouer en premier, est-ce qu'on ne veut pas jouer en premier, peu importe. Mettons qu'on ne veut pas jouer en premier, donc on va lire l'instruction numéro 4. Le programme dit quoi? Je vais prendre une bille, écrivez 1 dans la colonne N, qui était la variable de ce que prenait le programme, soustrayez 1 de M, bah oui, vous comprenez qu'il faut soustraire 1 du nombre de billes total qu'on a, et réécrivez dans la colonne M. Et donc vous allez voir, alors on ne va pas le faire parce que ça va prendre un petit temps, mais si vous vous amusez à suivre les instructions,
bah, vous allez avoir plein de nombres finalement dans votre tableau qui vont se barrer, qui vont se réactualiser, etc. Et qui en fait traduisent finalement l'algorithme débranché qu'il y a derrière ce Dr Nim. Et donc voilà, après vous voyez les différentes étapes, et si on arrive en 15, vous avez gagné, retournez en 1, on recommence une partie, vous avez perdu, retournez en 1, on recommence une partie. D'accord ? Donc voilà, je ne rentre pas trop dans les détails là-dessus, mais si vous avez envie de creuser un petit peu ce programme, n'hésitez pas. C'est assez rigolo de se rendre compte de ce que fait en fait le programme et le choix des billes selon les valeurs numériques. Voilà, donc ça c'était, si vous voulez prendre en note, donc M c'est le nombre de billes restantes, R c'est une fonction, enfin un nombre de rappels, P c'est le nombre de billes du joueur et N c'est le nombre de billes du programme. Ok ? Et vous allez voir que ce n'est pas forcément évident à suivre si vous le faites en entier. Alors, ça c'était pour un mode complètement débranché. Historiquement, il y a eu des modes un peu plus branchés. Alors, quand je dis un peu plus branché, ça veut dire que c'était électromécanique. Et donc, on a une première machine en 1940 qui s'appelle le Nimatron. Et devinez à quoi elle joue ? Au jeu de Nîmes. Oui, une première machine pour jouer au jeu de Nîmes. Donc, je vous ai mis des illustrations des brevets qui ont été déposés en 1940. C'est une machine qui était relativement haute, pas loin de 2 mètres de haut. On a une photo là juste après d'une jeune femme qui est épanouie en train de jouer au Nîmes. C'est un jeu de Nîmes qui pouvait se jouer, vous voyez là en fait c'est l'équivalent des piles, d'accord, ou des rangées d'allumettes que j'avais tout à l'heure. Donc au maximum on a 4 rangées et on peut mettre jusqu'à 7 jetons dans chaque rangée. D'accord ? Alors c'était des ampoules qui étaient allumées et puis qu'on éteignait au fur et à mesure des choix. Pour information, le Nimatron a joué à peu près 100 000 parties, puisqu'il a été exposé en fait dans des salons scientifiques ou des foires industrielles. Il a joué à peu près 100 000 parties et il en a gagné 90 000. Les gens étaient persuadés que la machine était imbattable et en fait, les parties qui ont été gagnées par un humain, c'était les concepteurs qui sont venus pour montrer que c'était possible de gagner. Mais les gens pensaient que c'était quelque chose d'abattable. Puis vous imaginez les petites ampoules qui flashouillent, qui s'éteignent, qui reflètent une activité pensante de la machine, c'était un peu la folie. On a un peu plus tard le Nimrod. Devinez à quoi il joue ? Eh bien, au Nîmes aussi. Conçu par une entreprise britannique d'ingénierie électrique et d'équipements électroniques, donc c'est en 1951. Alors, on a là un dessin, mais j'ai une photo juste après. Voilà, on voit le nom Elektronengehirn, donc en allemand, là c'est à une foire industrielle à Berlin en 1951. Donc le cerveau électronique, d'accord. Vous voyez que c'était quand même une grosse machine, qui fait pas loin de 2,5 tonnes, quelque chose comme ça, qui ne sert que à jouer au jeu de Nîmes. Intéressant. Et on a toutes ces têtes chapeautées en train de regarder l'activité pensante de ce cerveau électronique. Il y a des anecdotes sur ce salon industriel. Il paraît que les personnes étaient tellement intriguées par la machine qu'ils ne s'étaient pas rendus compte qu'il y avait un bar qui distribuait des bières gratuites en fait, à l'autre côté du salon. Et ce qui était particulièrement étonnant venant d'un salon industriel à Berlin. Voilà. Bon, ça après, c'est des rendus journalistiques, après la vérité là-dedans. En tout cas, il a fait parler de lui, le Nimrod. Il y a même le ministre des Finances, Ludwig Erhard, qui a joué contre Nimrod, qui a perdu. Donc on le voit là en train de réfléchir, avec, je pense, tout un ensemble de personnes haut placées pour regarder cette défaite. Et plus tard, on a aussi, en lien avec le Nimrod, un petit fascicule qui était distribué et qui avait pour intention en fait, d'expliquer les instructions que suivait le programme, que suivait finalement l'algorithme du Nimrod, pour expliquer aux gens que ce n'était pas le fruit d'une pensée externe ou extraterrestre, peu importe, mais que ça avait été implémenté finalement par ce qu'on appellera un programmeur aujourd'hui. Et donc les instructions étaient remises sur le côté et détaillées dans un petit fascicule. Bon, les gens ne lisaient pas les instructions en fait, ils regardaient les ampoules clignoter et ils étaient fascinés par ça. Mais en tout cas, il y avait une volonté de leur expliquer ce qu'il y avait derrière. Il y a eu d'autres machines, toujours pour jouer au jeu de Nîmes. Vous voyez que mon jeu de Nîmes, il est quand même particulièrement important dans cette histoire-là, mais moins médiatisé. Donc je passe assez vite. C'est des enseignants de mathématiques. Il y a eu des thèses rédigées là-dessus. On est sur des machines qui commencent à être un petit peu plus compactes, 2,3 kg contre 2,5 tonnes pour le Nimrod, moins de 25 kg ici. Et puis, en 1955, Edmund Berkeley qui va inventer ce qu'on appelle les GENIACs, donc des Genius Almost Automatic Computers.
Et en fait, c'était une espèce de petite boîte que vous achetiez pour seulement 19,95 $, ce qui n'était pas une énorme somme à cette époque-là. Et vous receviez un kit de montage, en fait, avec des petits circuits, des choses à relier. Et dedans, en fait, vous pouviez programmer des jeux. Et vous aviez, là, par exemple, le plan pour brancher les différents circuits pour jouer à une machine qui était capable, du coup, de jouer au jeu de Nîmes. Encore une fois, on retrouve le jeu de Nîmes dans ce type de programmation. Je ne rentre pas dans les détails de comment ça fonctionne, et très honnêtement, ça, je suis assez incapable de comprendre comment ça fonctionne, mais je trouvais ça beau. Et en fait, finalement, c'est aussi l'idée do it yourself, de brancher des choses et de faire son propre jeu de Nîmes. On le retrouve plus tard, en 1958, dans une revue de sciences populaires, donc Popular Electronics. On va avoir, pareil, le montage d'une machine qui s'appelle Debican et qui permet de jouer au jeu de Nîmes. Donc on a toute l'explication par la suite, vous voyez, avec finalement différents je sais pas comment dire, petits interrupteurs qui peuvent choisir le nombre finalement de jetons qu'on va retirer dans chacune des colonnes. Donc ça pouvait aller jusqu'à 10, je crois. Et la machine jouait contre vous. Donc on pouvait initier plusieurs parties, et vous avez les schémas de montage pour réaliser cette machine avec un petit circuit électrique. Voilà. Et ça va bien évidemment, au moment où vont se développer les ordinateurs personnels, l'entrée des ordinateurs personnels dans les foyers, eh bien, on va commencer à avoir des programmes informatiques. Donc là, je vous mets un des premiers exemples, le Basic Computer Games, où on a finalement 101, c'est décrit sur le livre, 101 jeux pour jouer avec votre ordinateur à la maison. Donc on voit des gens qui sont contents de jouer avec leur ordinateur à la maison, et qu'on peut faire soi-même. On essaye vraiment de promouvoir ça. Et on a un ensemble de jeux, et bien évidemment, on va retrouver aussi le jeu de Nîmes à l'intérieur, avec finalement 7, 5, 3, 1 objets, et à jouer en version normale. Un petit peu plus tard, on va avoir le What do you do after you hit return? Donc, qu'est-ce que vous faites après avoir pressé Entrée sur votre clavier, c'est ça que ça veut dire. En 1977, élaboré par la PCC, donc la People's Computer Company. Et en fait, c'était une organisation qui a été une des premières à reconnaître et à promouvoir le jeu comme moyen d'apprentissage. Et on va retrouver aussi notre jeu de Nîmes à l'intérieur. Et on va retrouver cette idée de programmer soi-même ces jeux-là et de les appliquer sur son ordinateur à la maison. Alors, dans les 5 minutes qui me restent, je voulais vous parler aussi, pour illustrer le côté algorithmique et combinatoire, le premier véritable joueur d'échecs électromécanique. Je dis véritable parce que vous avez peut-être déjà entendu parler du Turc mécanique, qui datait du XVIIIe siècle, qui était finalement une terrible arnaque, puisque c'était quelqu'un qui était planqué dans le coffre et qui jouait à la place de l'automate. Donc en fait, c'était pas du tout un véritable joueur d'échecs électromécanique. Donc, il s'appelle le El Ajedrecista, désolé, je ne parle pas très bien espagnol, de Leonardo Torres, qui a été développé au début du XXe siècle. Alors, c'est un système électromagnétique, d'accord, donc il va jouer avec des aimants, sans opérateur caché, donc il n'y a effectivement pas quelqu'un dans une boîte pour actionner les pièces, et qui a été conçu dans les années 1910 pour jouer, alors pas bien évidemment une partie d'échecs en entier, mais pour jouer une fin de partie. Et pour ceux qui sont adeptes des échecs et qui connaissent, en fait, c'est quand on a une fin de partie où il ne nous reste plus que le roi et la tour blanc contre le roi noir. C'est vraiment une fin de partie, d'accord. Mais c'est quand même quelque chose qu'on connaît quand on est joueur d'échecs, et on sait que les noirs, ils n'ont pas beaucoup de chances de gagner. C'est une fin de partie qui est gagnante pour les blancs. Et donc cet ingénieur espagnol, Leonardo Torres Quevedo, en fait, il est invité au début du XXe siècle pour faire connaître ses travaux à Paris. Alors, il ne travaille pas que sur un automate pour faire des fins de partie aux échecs, mais il présente aussi des machines algébriques. Et pour lui, un automate, c'est un mécanisme qui porte en lui-même la source d'énergie qui le fait marcher. D'où l'idée, vous allez avoir une petite vidéo par la suite, où il n'y a pas, comme moi avec Dr Nîmes, qui était obligé d'actionner la gâchette à sa place. Là, l'automate joue tout seul, alimenté bien évidemment par de l'électricité et par des forces aimantées. Et donc, il va chercher à ce que ces automates soient capables de discernement. C'est assez rigolo quand on va voir à quoi ressemble l'automate.
Ça a été exposé à Paris en 1914 et maintenant, en fait, le joueur d'échecs est au musée de l'Université Polytechnique de Madrid. Alors, là, c'est une coupe du joueur d'échecs vu de face. Donc pareil, vous voyez, c'était des machines assez imposantes. Hein. On a aussi une coupe vue de dos. Et je vais vous présenter juste après comment ça fonctionne. Donc la fin de partie, c'est celle-ci. On a un joueur, le roi noir, contre la tour blanche et le roi blanc. L'idée, c'est, mettons, on a cette configuration, que doit faire le blanc pour gagner selon ce que fait le noir à un moment de l'année de la partie. Voilà. Alors, vous savez que le roi, il n'a pas beaucoup de possibilités pour se déplacer. Enfin, il peut aller comme il veut, mais d'une seule case. Donc, ça restreint bien évidemment les choix. Eh bien, en fait, le programme qu'il y a derrière ça, c'est une analyse de la position du roi noir par rapport aux autres pièces, et du coup, quelle va être l'opération à effectuer. Et si on analyse un petit peu cette chose-là, qui est décrite en 1914 par Torres, hein, c'est une sorte d'arbre de jeu, en fait. C'est une sorte d'arbre des possibles. Le roi noir, j'ai deux possibilités. Il est dans la même zone que la tour, ou il n'est pas dans la même zone que la tour. D'accord ? S'il est dans la même zone que la tour, qu'est-ce que doit faire la tour ? S'il n'est pas dans la même zone, on va regarder ensuite la distance verticale entre le roi noir et la tour. Est-ce que c'est plus grand qu'un pas ? Est-ce que c'est égal à un pas ? Si c'est plus grand qu'un pas, qu'est-ce qu'on fait ? Si c'est égal à un pas, on regarde ensuite la distance verticale entre les deux rois. Est-ce que... Bon, vous avez compris comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on pourrait représenter ça aussi maintenant sous la forme finalement d'un arbre ou d'un graphe. D'accord ? Et en fait, chaque décision, chaque instruction, donc en fait, on en a combien en tout ? On en a 24, hein, puisqu'on a deux possibilités ici, deux possibilités ici, deux possibilités ici. On a 24 choix qui vont être... traduit comment mécaniquement ? Traduit par, encore une fois, ces systèmes d'interrupteurs. Mettons que le M représente le roi noir dans la même zone que la tour ou pas dans la même zone que la tour, ou bien je suis en B ou bien je suis en A. Et puis ensuite, le deuxième interrupteur, est-ce que la distance verticale entre le roi noir et la tour est plus grande qu'un pas ou plus petite qu'un pas ? Donc on voit représenter les différentes possibilités pour... les différents interrupteurs. Et donc, on a ce schéma qui montre comment, finalement, on peut déterminer 24 opérations différentes selon la position du roi noir par rapport au roi et à la tour blanc. Ça va ? Donc, on est sur les prémices de l'algorithmique. Bien évidemment, on n'a pas des boucles while et des tant que, etc. Mais on a cette idée de conditions, d'instruction, voilà, d'instruction conditionnelle. Et donc j'ai une petite vidéo, c'est une vidéo d'archives, qui date de 1951, donc c'est pas... voilà. Le joueur d'échecs mécanique est également doué d'un véritable système nerveux qui lui permet de réfléchir et de solutionner rapidement tous les problèmes de la partie. Déplaçant ses pions avec une implacable précision, il peut battre n'importe quel adversaire. Premier fruit d'une technique nouvelle, ces machines marquent peut-être le début de l'ère des hommes robots, et de l'humanité asservie à la science. Mais elles sont aussi un nouveau pas dans la connaissance du mécanisme humain. Voilà, petite vidéo d'archives, donc je disais avant d'être coupée, qui date de 1951, et qui, parce que la machine a été retravaillée par la suite, hein, c'est pas la machine de 1914 que vous voyez, mais voilà, avec bien évidemment le texte et l'argumentaire qui va avec, qui porte bien son temps. J'en arrive du coup maintenant à la conclusion, il me reste quelques minutes, de tout ce que je viens de vous dire. C'est que, j'ai essayé de vous présenter de façon très succincte, mais l'histoire des jeux combinatoires, et en fait de vous montrer qu'on peut s'intéresser à des jeux particuliers et se retrouver finalement à la croisée entre les mathématiques, entre l'algorithmique, et finalement, bien évidemment aussi, de l'histoire, et puis de l'histoire, même de l'histoire des jeux, ou même de l'histoire culturelle, puisque c'est quelque chose qui nous touche. L'homme joue depuis bien longtemps, et voilà, il y a des jeux qui peut-être vous touchent aussi plus que d'autres. Ce qui est intéressant, et que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'il y a eu un intérêt vraiment développé par les mathématiciens, et alors attesté depuis le XVe siècle en Europe, mais peut-être que ça s'est développé avant ailleurs. Je ne lis pas les sources chinoises, par exemple, donc je ne peux pas vous dire ce qui se passe du côté asiatique. Mais on a un intérêt de ces mathématiciens pour des jeux que je qualifie de relativement simples, parce qu'ils sont simples à mettre en place. Vous avez des jetons,
vous inventez des règles et puis il y a quelque chose qui se fait assez rapidement, d'accord ? On n'est pas sur une mécanique complexe comme le jeu d'échecs, par exemple, qui sont simples à mettre en place, mais qui finalement, vous voyez, en creusant un petit peu, se révèlent d'une analyse assez fine, en fait, ont besoin d'une analyse assez fine et développent des choses mathématiques. Et on a abouti, alors ça je suis allée très très vite plutôt sur la dernière partie, mais sur le développement d'une théorie mathématique qui s'appelle la théorie des jeux combinatoires, qui est travaillée encore aujourd'hui, et qui en fait consacre son travail à l'analyse de ces jeux-là, en mêlant de la théorie des graphes et de l'informatique et de l'algorithmique aussi, effectivement. D'un point de vue plus pour la classe, pour l'enseignant, pour ceux que ça intéresse, les jeux combinatoires permettent en fait, à mon sens, la mise en place de situations de recherche. Si ça vous intéresse, j'ai des documents aussi là-dessus, d'ateliers ou de choses qu'on peut faire avec des élèves, et qui permettent finalement de favoriser une certaine démarche expérimentale avec des essais, des erreurs. Je vais tester une stratégie gagnante, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas, et puis de pouvoir en discuter aussi avec ses camarades. Il y a un support matériel et une manipulation qui, bien évidemment, développe la recherche, qui peut être adaptable finalement à différents niveaux. On peut considérer des petits jeux combinatoires simples qui sont faisables au collège, et puis après, quand on commence à avoir du système binaire, etc., penser à des choses sur du lycée, et après, voire même du supérieur, si besoin. Et enfin, moi, c'est la dimension que je défends le plus, c'est la dimension ludique et culturelle qui est particulièrement importante autour des jeux combinatoires, parce que voilà, ça fait partie de notre histoire, de notre culture, et qui permet une approche épistémologique assez intéressante, à mon goût, pour l'enseignement, mais aussi pour la culture personnelle. Voilà, donc c'est le moment des questions. Moi, je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, c'est le moment. Il y a des questions. Hop, je vous donne. Alors du coup, est-ce que le poker, c'est un jeu de hasard ou pas? Oui. Puisque malgré tout, derrière, il y a des maths. Oui. Et puis finalement, ça se programme. Oui. Mais est-ce que c'est un jeu combinatoire? Non. Ah, si on reprend donc si on reprend les différentes propriétés, déjà, le jeu de poker se joue souvent à plus de 2. L'information n'est pas complète. Et finalement, il y a aussi appel à du hasard, puisque la main que vous avez au début, elle est déterminée par rien, enfin par le hasard. Et puis après, il y a de l'information complète. Il y a ce que je sais. Je ne sais pas quelle main va avoir mes coéquipiers, mes adversaires plutôt, et je ne sais pas ce qui va sortir. Donc on est vraiment dans un jeu de hasard. Alors après, ça fait appel à des mathématiques qui sont autres que les mathématiques développées dans les stratégies pour les jeux de hasard. Ça va être plus des choses en lien avec les probabilités, pour la programmation avec des choses en lien avec le Monte-Carlo, etc. C'est moins mon domaine, mais du coup, non, le jeu de poker n'est pas un jeu combinatoire, pour répondre à votre question. Alors j'ai 2 questions, mais qui sont liées. La première, c'est est-ce que vous pouvez expliquer rapidement comment Button en est arrivé à penser à passer par le binaire pour résoudre ça? Et du coup, quand j'ai vu tous les livres que vous aviez qui expliquaient les différents jeux et comment gagner à chaque fois, est-ce que c'est systématiquement en passant par le binaire qu'on peut résoudre ces problèmes? Voilà. Alors, je commencerai par la deuxième question. La réponse est non, c'est pas toujours par le binaire. En fait, le binaire joue un rôle assez important dans les jeux qui se ramènent à des jeux de type NIM, comme j'ai pu vous l'expliquer. Après, il y a d'autres choses derrière, des notions plus, entre guillemets, plus complexes qui font appel en fait à la théorie des nombres, des choses qui, ça va vous faire rire, mais qui par exemple s'appellent des nimbers, parce qu'il y a le jeu de NIM qui est aussi important derrière. Donc non, c'est pas toujours du binaire. Et en fait, voilà, il y a des fonctions qu'on appelle, par exemple, la fonction MEX, c'est le minimum exclu selon un ensemble de nombres donnés qui vont nous aider à déterminer quelle est la stratégie gagnante. Donc je ne rentre pas trop dans les détails, sinon là, je pars sur beaucoup de temps. Donc voilà, la réponse est non. Maintenant pour Bouton. Donc Bouton, c'est une excellente question. Parce que, bien évidemment, étant donné que c'est un article dans un journal sérieux, on n'explique pas la démarche de recherche. C'est-à-dire que voilà, vous allez prendre un article dans un journal, même journal Annals of Mathematics, qui existe toujours. La personne, le mathématicien qui va présenter les résultats, ne dit pas comment il en arrive aux résultats. Il les présente, il dit théorème, il prouve, et c'est bon. Bouton fait pareil. Alors, l'idée qu'il y a derrière, je pense, très sincèrement, c'est à force d'y avoir joué, c'est que ce qui s'alterne dans le jeu de Nîmes, c'est qu'il y a une safe combination qui ne peut pas être suivie juste après par une safe combination.
mais que le coup d'après, je peux en avoir une. Et donc, c'est une idée qu'il faut pouvoir changer un paramètre à la fois. Donc, cette idée de je change qu'une seule chose, donc je suis en 0 ou je suis en 1. C'est en discutant avec des mathématiciens parce que je me suis posé la même question que vous, et je me demandais, mais pourquoi d'un coup il a pensé au binaire? Alors oui, ça marche, mais pourquoi le binaire? Et en fait, c'est plutôt cette idée-là, en fait, de simplifier le raisonnement et de voir, on le voit bien quand on fait cette idée de nim-somme, qu'il faut changer qu'une seule chose et que des fois, il faut vraiment le changer au bon endroit, transformer ce 0 en 1 ou transformer ce 1 en 0, qui fait que ça change tout et que ça permet cette alternance entre safe combination ou non. Mais Button ne nous a rien dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas de questions en ligne. Oui. Ah, c'était pas une main levée. Oui. C'est juste une question sur l'approche théorie des graphes. À un moment, vous avez expliqué que sur les nœuds, il n'y avait que 3 chemins possibles. C'est ça? C'est une histoire un peu avec l'approche de chemin hamiltonien ou non? Non. En fait, ce que je vous ai présenté, c'est ce qu'on appelle le jeu des pouces. C'est ça, c'était au tout début. Hein. En fait, le jeu des pouces, c'est pour donner des conditions d'arrêt au jeu, en fait. Donc, il est super marrant à jouer, le jeu des pouces. C'est qu'on a, par exemple, une feuille de papier, on a voilà, deux points. Donc ça, c'est la position initiale. Et ensuite, le premier joueur a 2 choix. Ou bien, il va relier ces 2 points et créer un nouveau point. En fait, un coup, c'est quoi? C'est créer un chemin et créer un point sur ce chemin. D'accord? Et créer un chemin, ça peut être ou entre 2 points, ou un point sur lui-même. Mais il faut que je crée un autre point sur ce chemin. Donc voilà. Là, c'est mon premier coup. Il faudrait que j'ai une autre couleur, par exemple. Le deuxième joueur, qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, à la limite, il pourrait faire la même chose, mais mettons qu'il relie celui-ci à celui-ci, et il crée un nouveau point. En fait, là, cette position-là, je dirais qu'elle est morte. Elle ne peut plus être utilisée, puisqu'il y a déjà 3 chemins qui émergent, d'accord, de ce point-là. Donc cette position-là ne peut plus être travaillée. Donc qu'est-ce qui reste finalement à un autre joueur? Ça pourrait être de faire ça. Voilà. Cette position, elle ne peut plus être faite non plus. Et puis on pourrait penser quelque chose comme ça. Et puis vous voyez que ça va vite arriver à la fin. Hop. Et là, il me semble que c'est terminé. Parce que là, il y en a 3 qui sortent, là, il y en a 3 qui sortent, il y en a 3, 3, 3, 3, et il n'y a plus que lui, mais je ne peux pas boucler sur lui-même, sinon il y en aurait 4. Donc, pour répondre à votre question, je ne pense pas que ça ait un lien avec les chemins hamiltoniens. C'est une condition d'arrêt pour ce jeu-là. Une deuxième condition d'arrêt étant que je ne peux pas faire se croiser des chemins. D'accord? Ça répond à votre question, ça? Je vous transmets une question sur YouTube. Les IA ont résolu la plupart des jeux combinatoires, jeux de Go, jeux de dames et jeux d'échecs. Quel est l'impact de la résolution des jeux aujourd'hui par l'informatique dans les mathématiques? Alors, déjà, précision sur le terme « on résolu ». Je vais parler pour le jeu d'échecs parce que je le connais bien. Le jeu d'échecs, en vrai, il n'est pas résolu. Quand on dit qu'un jeu est résolu, ça veut dire qu'on peut dire pour chaque position de jeu, enfin on peut dire, l'IA, le programme, peut dire pour chaque position de jeu, c'est quoi le coût optimal pour jouer après, c'est quoi, enfin si c'est une position gagnante, une position perdante ou une position nulle, d'accord? C'est d'être à un certain état de jeu, être capable de dire exactement quel est le meilleur coup à jouer. Et ce, de façon déterminée. Ça marche pour le morpion. Parce que le morpion, c'est un petit jeu, c'est un petit jeu, il y a quand même pas mal de possibilités, mais d'un point de vue informatique, c'est tout à fait gérable. Quand on parle du jeu d'échecs, c'est Claude Shannon, dans les années 50, qui avait estimé le nombre de parties possibles à 10 puissance 120 parties possibles aux échecs. Donc vous imaginez le nombre incalculable de positions et de parties. Donc quand on dit résolu, ça veut dire que je peux donner une position sur un plateau et que la machine est capable de me dire c'est ce coup-là qui est le meilleur à jouer.
Pour les échecs, en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des bibliothèques d'ouverture, c'est-à-dire que voilà, ils ont en mémoire des bonnes façons de commencer aux échecs, parce qu'on sait tous que, enfin, on sait tous. En tout cas, la pratique aussi échiquienne nous a dit qu'il y a des ouvertures qui sont plus intéressantes que d'autres. On sait ce qui se passe des fois sur des fins de partie. Vous l'avez vu avec mon petit automate électromécanique de Torres, on sait ce qui se passe quand on n'a plus que blanc, tour et roi contre un seul roi noir. On sait que c'est les blancs qui vont gagner. Par contre, c'est très très compliqué de savoir ce qui se passe au milieu de la partie. Parce qu'on a toutes les pièces qui sont déployées, parce qu'on a des fous qui peuvent se déplacer dans toutes les directions. Donc finalement, ce qui se passe en milieu de partie, c'est encore quelque chose qui est très heuristique dans les programmes et qui n'est pas déterminé de façon sûre. Donc c'est pour ça que je titille un peu la question en disant oui, on a des programmes qui sont très très bons, qui battent Garry Kasparov en 97 par exemple, mais ce ne sont pas des programmes enfin, on n'a pas de programme qui a résolu le jeu d'échecs jusqu'à présent. Donc, deuxième partie de la question, c'était l'apport pour les mathématiques. Et ça, c'est une excellente question, parce que je ne suis pas mathématicienne, je suis historienne des mathématiques. De ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu comprendre, c'est que quand on analyse des jeux combinatoires, autres que le jeu de Nîmes, on va à un moment donné générer des nombres, c'est Nimber dont je vous ai parlé juste avant, qui en fait, finalement, sont des séquences de nombres. Et qu'est-ce qu'aiment bien faire les mathématiciens quand ils regardent des séquences de nombres? C'est de regarder s'il y a une éventuelle périodicité de ces nombres-là. Et sous quelles conditions on va retrouver un certain critère de périodicité ou non. Donc, en théorie des nombres, notamment, il y a eu des choses qui ont été travaillées là-dessus, qui finalement s'intéressent à certains types de jeux, qui les ont classifiés, et selon la périodicité de ces fameux nombres-là, ont pu travailler sur d'autres périodicités de listes de nombres. Le personnage dont j'ai pas trop parlé, John Conway, qui est décédé en 2020, a notamment contribué donc, à la théorie des jeux combinatoires. Il a écrit aussi un ouvrage qui s'appelle On Numbers and Games, donc, où il fait l'articulation entre une avancée sur la théorie des nombres et sur la théorie des jeux, dans lequel il va développer ce qu'on appelle les nombres surréels. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est des nombres qui vont au-delà des nombres complexes, au-delà des nombres réels, et qui voilà, sont d'une abstraction mathématique assez poussée en théorie des nombres. Donc je suppose que, voilà, là encore une fois c'est une supposition, je suppose que ce type de jeu a permis finalement d'aller plus loin, par exemple en théorie des nombres, sur des notions très abstraites. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? J'ai entendu récemment qu'ils utilisaient les jeux combinatoires pour les réservations de billets d'avion ou une application un peu récente. Est-ce que vous avez un domaine d'application récente de jeux combinatoires ? Alors, de façon très concrète, comme vous le précisez, non. Par contre, je sais que justement, en intelligence artificielle ou dans ce qu'on appelle dans des systèmes multi-agents, on va travailler en fait avec ce genre de jeu-là, de jeu combinatoire. Ce qu'il y a, c'est qu'on est, comme je le dis, multi-agent, on est souvent avec plus de 2 joueurs. On va avoir 3, 4, N joueurs qui vont avoir certaines interactions, et l'idée, c'est d'essayer de prédire en fait les interactions et de prédire le comportement de tel ou tel agent confronté à telle ou telle situation avec tel ou tel paramètre. Donc, les jeux combinatoires sont en fait les jeux les plus simples, de par leurs propriétés très restreintes finalement, qu'on peut analyser, mais finalement il suffit d'ouvrir ces paramètres pour avoir des situations plus générales par la suite. Quelque chose que je n'ai pas dit aussi, c'est la fameuse théorie économique des jeux de von Neumann et Morgenstern, développée en 1944. Eh bien, les premiers jeux qui visent à quoi ? Qui visent à modéliser en fait les interactions économiques entre différents systèmes, entre différentes personnes, entre différentes entités, selon différents paramètres. La situation la plus simple, c'est d'avoir 2 joueurs, 2 personnes qui connaissent toutes les informations à un moment donné précis, et puis il y a un gagnant et il y a un perdant. Et après, si vous modulez ces paramètres-là, vous dites on rajoute plusieurs joueurs, on rajoute de l'information cachée. On va se dire il n'y a pas un gagnant et un perdant. Le système économique, c'est ça, c'est pas un gagnant et un perdant, c'est qui va gagner plus que l'autre par rapport à tel paramètre. Voilà, on peut se dire que les jeux combinatoires sont à la base de compréhension de systèmes plus complexes, comme la théorie économique des jeux, par exemple.
Maintenant, voilà, j'ai pas d'exemple vraiment précis à vous donner, mais ils sont sur voilà, l'édifice en fait finalement de systèmes plus compliqués. On a encore le temps si vous avez une ou deux questions. S'il y a des timides. Je crois qu'il y a une question là-bas. Et vous avez cité Conway, ça me fait penser à la théorie des nœuds, et le nœud de Conway, c'est le même ou, Je pense que oui. quelle est la relation avec la théorie des nœuds et la combinatoire Il n'y en a pas. Conway était un personnage, si c'est le même Conway, ce que je pense être, c'est un personnage qui est touché à tout et qui a publié en théorie des nombres, en théorie des graphes. Donc, là, je vous avoue, je ne pense pas qu'il y ait de lien explicite entre les deux. C'était quelqu'un d'extrêmement curieux et qui, en fait, dès qu'il mettait un peu les pieds quelque part, il trouvait assez rapidement des résultats impressionnants, des conjectures que ça faisait 10 ans que certains mathématiciens étaient dessus. Mais je pense que, à mon avis, c'est le même. Je pense que c'est le même. D'autres questions ? Oui, donc merci pour cette présentation. Et vous avez dit que vous intervenez à l'INSPE et vous avez dû voir à travers cela des expérimentations par des enseignants dans des classes. On le voit bien en algorithmique. Est-ce qu'il y a d'autres domaines en mathématiques ou en sciences que vous avez vu mis en œuvre? Alors, c'est essentiellement... Enfin, après, je connais des enseignants qui le font, mais c'est essentiellement moi qui faisais les ateliers, en fait. Alors, j'ai envie de dire, tout dépend de ce que vous avez envie de travailler en fait en mathématiques. C'est-à-dire que le jeu de Pacioli peut être très bien aussi pour finalement réactiver l'étape de multiplication, la division euclidienne. On peut tout à fait, en fait, selon justement les objectifs de séance ou les objectifs de jeu, se dire est-ce qu'on veut accentuer le côté nombre et calcul et le côté vraiment calculatoire, ou est-ce que ce qui nous intéresse, et c'est un peu ce que moi je défends, c'est cette idée de construire une stratégie gagnante, d'avoir un raisonnement où j'émets des hypothèses sur ma stratégie, je conjecture, et puis il y a cette idée, je fais des essais, par le jeu, hein, donc ça reste quand même assez plaisant. Et puis le jeu me renvoie finalement à ma propre hypothèse en me disant ouais, ça a l'air de fonctionner ou non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Et ce que j'ai pu remarquer, ce qui est aussi souvent difficile en classe, en maths, c'est de faire communiquer les élèves entre eux et et de les mettre aussi dans des positions finalement valorisantes, parce qu'ils ont trouvé quelque chose d'intéressant qui ne sera pas juste un résultat sur une feuille de papier. Il y a aussi, j'en ai pas parlé dans la conclusion, mais cette déconnexion à la feuille de papier, justement. On n'est pas obligé d'écrire des choses, on peut juste verbaliser. Enfin, encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez faire. Mais ça va dépendre, donc pour répondre à la question, ça va dépendre finalement des jeux qui sont mobilisés. On peut avoir des jeux qui seraient purement dans stratégie et logique. Alors oui, c'est pas un thème mathématique qui est dans les programmes de collège et de lycée, mais pour moi, c'est une sorte de compétence transversale qu'on va pouvoir mobiliser finalement après dans de la résolution de problèmes. La résolution de problème, c'est pas je prends les nombres en jeu puis je dis bon allez, je vais faire une addition, une multiplication puis ça va me donne un résultat, c'est cohérent, allez hop. Non, c'est d'essayer de comprendre, de se dire on va faire une hypothèse, on va mener ce raisonnement et après on a des éléments qui nous permettent d'invalider ou de valider ce qu'on a fait. Donc moi, sur plusieurs aspects. Des fois, les enseignants sont assez focalisés, je parle en primaire aussi, cycle 3, sont focalisés sur le côté, faut qu'il y ait des calculs. Les mathématiques, faut qu'il y ait des calculs ou faut qu'il y ait de la géométrie. Et en fait, pour moi, non. Il y a des compétences, ce que j'appelle transversales, qui sont super intéressantes à travailler en fait avec ces jeux combinatoires. Et ça peut être aussi avec des jeux finalement de grand public en fait. À partir du moment où il faut élaborer une certaine stratégie, avoir une idée, la suivre et verbaliser les choses. Ça me paraît assez essentiel. Donc ça peut, encore une fois, tout dépend, mais je crois qu'on le dit à chaque fois, tout dépend de l'objectif en fait que vous vous fixez pour ça. Mais ils peuvent être utilisés dans plein de domaines. Une dernière question pour la route ? Oui. Oui, donc merci encore une fois pour cette intervention. Je rebondis sur les dernières choses que vous avez dit, qui sont
ultra importante pour moi, justement, et c'est là où j'ai ma difficulté, c'est comment je verbalise l'intérêt du jeu pour l'élève en dehors du jeu, en fait. Et ça, c'est ma difficulté. Est-ce que vous avez soit des pistes, soit des... Ouais. On est en train de... Parce que je travaille avec une association qui s'appelle Plaisir Math, qui cherche à... ça porte bien son nom, à promouvoir les mathématiques par le jeu et par le ludique, enfin par le plaisir surtout. Et en fait, on est en train de réfléchir à une sorte de... comment dire, de carnet ou de passe du chercheur pour l'élève en fait, d'essayer justement de verbaliser ce qu'on attendrait en fait d'une démarche de recherche par rapport à l'élève. Et alors ça peut après, enfin voilà, ça peut prendre des formes variées, mais c'est de se dire plutôt en termes de compétences. Est-ce que l'élève a bien lu les règles, par exemple? Déjà, est-ce qu'il y a le respect des conditions qui sont imposées par le jeu? Parce qu'il faut quand même respecter les règles, sinon on joue à un autre jeu. Est-ce qu'il y a, je dirais, le côté émettre une hypothèse? Pour moi, ça, c'est assez important, en fait, de se dire... et on le voit quand on joue avec des élèves sur le jeu de Pacioli, par exemple, c'est très rapidement « Ah, j'ai compris ça, je pense qu'il faut toujours faire ça ». Puis bon, après, on confronte avec l'enseignant ou la personne qui sait, puis en fait, c'est pas ça. Donc, ça les amène à revoir leur position. Et il y a le côté, peut-être, en dehors du jeu en lui-même, de finalement synthétiser la séance en se disant qu'est-ce qu'on dégage de cette technique, en fait. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas facile à verbaliser. Et on n'a pas vraiment envie que les élèves retiennent ce qu'il faut faire. On veut juste qu'ils le fassent, en fait, à un moment donné. Donc, je sais que je réponds pas trop bien à votre question, enfin de façon un peu évasive, mais parce que c'est pas quelque chose qui est défini finalement dans les programmes, c'est quelque chose qu'on est encore en train de finalement de chercher, de comment on développe cette situation de recherche, cette casquette du chercheur pour l'élève. Et mais si vous êtes au clair avec ce que vous voulez qu'il fasse, je pense qu'on peut utiliser les mots émettre une hypothèse. Allez-y. Mais c'est justement ça, c'est que je ne suis pas sûr d'être au clair moi-même sur ce qu'il faut. Et c'est là-dessus où j'ai envie de réfléchir. C'est que je ne suis même pas sûr de pourquoi ou qu'est-ce que je veux qu'il fasse ou qu'est-ce qu'il faut faire derrière ça. Moi, je pense que votre... Enfin bon, après, on pourra en débattre pendant longtemps, mais je pense qu'en tant qu'enseignant, l'idée, c'est de donner aux élèves une boîte à outils, c'est de donner des éléments pour qu'ils puissent se débrouiller seuls à un moment donné face à une situation. Enfin, le rôle de l'enseignant, pour moi, c'est pas de donner une recette toute prête ou un algorithme en disant à chaque fois que tu vois ça, tu fais ça et tu te poses pas de questions. Enfin, je caricature, mais c'est pas l'idée. Donc, c'est d'essayer de donner, en fait, dans cette boîte à outils, des éléments pour ne pas être désemparé, parce que je crois que c'est souvent ça le problème, en fait, d'être désemparé face à une situation, face à un énoncé, face à un exercice qui sort du rituel qu'on a pu faire les séances précédentes, et de se dire qu'est-ce que je fais par rapport à quelque chose de nouveau. Et en mathématiques, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'élèves qui font « Waouh, je sais pas faire. Alors je fais rien, j'écris rien, je réfléchis pas, ça m'intéresse pas. » Et essayer en fait d'attiser finalement la curiosité, une envie de réfléchir par un autre biais, quoi. Et pour moi, les jeux, c'est un biais qui est assez intéressant. Et dans certains ateliers, alors j'ai pas des classes de collège ou de lycée, mais en discutant avec les enseignants, il y a certains enseignants qui me disent c'est marrant, cet élève-là, chaque fois qu'on fait des maths, il s'y met jamais. Et là, c'est le premier à dire ouais, non, mais tu devrais essayer de faire ci, de faire ça, et à verbaliser des choses et à tester des choses. Donc ça peut être un côté un peu désinhibiteur du mur mathématique que peuvent avoir certains élèves face à eux, quoi. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Non, il y a les ventes qui gargouillent. Voilà, je crois que tout le monde a faim. Merci beaucoup, Lisa, pour cette présentation. De rien, merci pour vos questions. Merci beaucoup.